Bonjour, bonsoir à tous. Êtes-vous déjà allé voir un procès en vrai? La solennité de l'endroit, l'éloquence des avocats lors de leur plaidoirie, le stress pendant l'attente du verdict, le soulagement ou au contraire les pleurs à l'annonce de celui-ci. Il y a de quoi faire naître pas mal de vocations. Surtout que le procès est extrêmement important. C'est quand même lui qui va être le dénouement des affaires juridiques. Tous les procès sont importants, c'est vrai. Mais pour autant, certains ont un peu plus marqué l'histoire que les autres. C'est le cas notamment lorsqu'une erreur judiciaire importante a été commise, ou lorsque les personnes qui sont jugées sont célèbres, ou encore lorsque le crime qui a été commis est particulièrement atroce. Les procès dont on va parler dans cette vidéo n'échapperont pas à cette règle. Il y aura de la terreur, de la violence, des injustices, du sang, des larmes et des morts. Je suis un psychopathe. Bref, c'est parti pour 10 grands procès ayant marqué l'histoire. 1. Le jugement de Salomon. Alors là, on va commencer soft. Enfin, soft. Ouais, il y a un bébé qui est mort quand même, hein, donc... Salomon, roi d'Israël, ayant régné de moins 970 à moins 931 avant notre ère, était réputé pour sa sagesse et son intelligence. Il a pu prouver ses compétences à l'occasion d'un jugement, disons, assez inattendu. Un jour, Salomon reçoit 2 femmes de mauvaise vie, 2 coureuses de remparts, qui louaient leur corps pour subvenir aux besoins Ouais, bah des putes, quoi. 2 coureuses de remparts, qui se disputent la maternité d'un bébé. Ces 2 femmes de mauvais augure vivent sous le même toit. Elles sont chacune mères d'un enfant. Malheureusement, l'un des nourrissons est mort dans la nuit, et les 2 femmes se disputent le survivant. Elles affirment toutes 2 être sa mère. Et là, on ne sait plus qui croire. En effet, il n'y avait qu'elle dans la maison au moment du drame. L'une affirme que l'enfant vivant est le sien, l'autre dit qu'il y a eu un échange et que c'est bien son fils qui est en pleine santé. Et là, Salomon, il a fait un truc complètement badass. Quelque chose qui serait aujourd'hui considéré comme illégal dans la plupart des pays, qui violerait nos textes internes et la plupart des textes internationaux, tous les textes internationaux d'ailleurs je pense, mais il fallait quand même avoir de sacrées coronesses pour faire ce qu'il a fait. Il a ordonné à ses serviteurs, en présence des mères, d'apporter un glaive et de couper l'enfant en 2, afin d'en donner un morceau à chacune des femmes. En entendant ces paroles, la prostituée qui a accusé sa camarade de lui avoir volé son petit, supplie le roi Salomon de laisser l'enfant en vie et de le laisser à l'autre femme, qui, elle, ne voit pas d'inconvénient à ce que le bébé soit coupé en 2. Le roi comprend alors immédiatement que la première femme est la vraie mère de l'enfant, car elle est prête à perdre son enfant pour le sauver d'une mort affreuse. Il voit aussi qui est la menteuse, celle qui préfère que l'on tue ce bébé, afin de ne pas être la seule à en avoir perdu un. Salomon n'est pas le seul à avoir vécu une telle situation. Des histoires semblables nous viennent de certains peuples d'Orient. Elles illustrent la sagesse et l'équité que doit avoir un bon roi ou un bon juge. Par exemple, en Inde, des textes bouddhiques rapportent l'anecdote suivante. Une femme enlève le bébé d'une mère pendant que celle-ci est en train de se baigner, et prétend ensuite que c'est le sien. Les 2 femmes vont ensuite voir le sage pour régler le problème. Et le mec, c'est juste Bouddha dans une de ses vies antérieures, donc elles vont voir un mec qui pèse grave, quoi. Celui-ci ordonne que chaque femme tire l'enfant d'un côté. Le nourrisson appartiendrait alors à celle qui tirerait le plus fort. Ils ont de ces putains de logiques, les hindous, ouais, je sais. Le sage reconnaît aisément la vraie mère au fait qu'elle lâche l'enfant dès qu'elle entend les premiers cris de douleur. Ces belles histoires sont des façons d'exprimer ce qu'est la sagesse et l'équité. On va voir que dans certaines affaires qui vont suivre, ces 2 qualités manquent cruellement. 2. Le procès de Socrate. Tout le monde connaît ce célèbre philosophe grec qui avait pour disciple Platon. Oui, Socrate, il n'a pas beaucoup écrit en fait, hein. C'est surtout Platon qui retranscrivait tout ce qu'il disait, et qui fut surnommé par l'oracle de Delphes comme le plus sage de tous les humains. C'est à lui que l'on doit la maxime très célèbre « Connais-toi toi-même ». Eh bien, notre ami philosophe avait pas mal d'ennemis en fait. Certains considèrent qu'il pervertit les valeurs morales traditionnelles, et ils le considèrent comme un danger pour l'ordre social. Rien que ça. On l'accuse d'impiété envers les dieux. Qui ça, on? Mélitos, un poète, Anitos, membre éminent du Parti démocratique, et Lycon, grand orateur public. Ouais, je sais. Un poète, un membre du Parti démocratique, et un grand orateur public, qui s'en prennent un philosophe. Ouais. C'est pas les Grecs qui ont inventé la logique?
Si, je crois que c'est les Grecs, hein, j'en suis quasiment sûr. Et le pire, c'est que le peuple athénien est convaincu de la culpabilité de Socrate. Après un procès retentissant, où Socrate refuse qu'on le défende, voulant s'en charger tout seul, on le condamne à mort par 60 voix de majorité. Comme la coutume l'exige, on lui demande quelle peine il veut subir. Celui-ci répond être nourri au Prytanée. Le Prytanée, c'est juste un des endroits les plus classes et les plus symboliques de la cité. On y reçoit les honneurs publics, les ambassadeurs, c'est là qu'on fait les sacrifices et les offrandes. Et oui, il considère qu'il mérite ce traitement car il est au service du dieu et de la cité. Dans sa cellule, Socrate passe le plus clair de son temps à philosopher avec ses amis. Ceux-ci essayent tant bien que mal de le convaincre de s'évader et lui fournissent même les moyens de le faire. Mais Socrate est fidèle à ses convictions civiques et refuse afin de ne pas contrevenir aux lois de la cité. Le jour de l'exécution, Socrate, sans le moindre signe de trouble, après avoir disserté sur l'immoralité de l'âme, boit le breuvage mortel tout en réconfortant ses disciples éplorés. J'adore ce procès. Le mec, il est tellement habité par la philosophie, par l'amour de la vérité et par la sagesse, qu'il est prêt à mourir pour cela. Moi, je trouve ça balèze. 3. Le procès de Jésus. Ah, comment ne pas parler de cette boucherie fin de ce procès. Si vous n'avez pas vu La Passion du Christ, je vous conseille d'aller le voir. Si vous avez l'estomac bien accroché, bien entendu. Alors bon, je ne pense pas vraiment vous spoiler si je vous dis que Jésus est mort sur la croix et que selon les croyants, il a ensuite ressuscité. Alors petite mise au point, Jésus a existé. Historiquement, il a existé, et ce qui arrive dans la Passion du Christ, c'est-à-dire ses tortures et son exécution, ont existé. C'est sur sa résurrection et sur le fait qu'il soit vraiment le prophète et le Fils de Dieu que l'on se pose des questions. Et après, ça dépend des croyances de chacun. Jésus-Christ, ou Yeshua de Nazareth en hébreu, parcourait la Galilée et la Judée avec sa troupe de fidèles qui ne cessait d'augmenter, pour dire qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'Israël l'attend pour devenir un royaume fort et indépendant. Les autorités juives sont excédées par cet homme au charisme indéniable qui séduit les foules partout où il s'arrête. Alors on va faire preuve de courtoisie et on va le choper en pleine nuit. C'est Judas qui l'a dénoncé pour 30 pièces d'argent. Jésus est amené devant plusieurs autorités, comme le grand prêtre par exemple. On l'interroge, on cherche à prouver que c'est un faux prophète qui se présente mensongèrement comme le Messie attendu par le peuple juif. Lorsqu'on lui demande s'il est bien le Messie, le Fils de Dieu, celui-ci répond « C'est toi qui le dis ». Sous sa forme provocatrice, cette affirmation est le blasphème qui était attendu. Théâtralement, le grand prêtre déchire ses vêtements pour montrer son indignation, tandis que les autres juges déclarent « Il mérite la mort ». Au matin, Jésus est entraîné chez le gouverneur romain, Ponce Pilate, qui est le seul à pouvoir donner l'autorisation de l'exécution. Celui-ci demande quels sont les chefs d'accusation qui sont portés contre l'homme, et on lui répond qu'il met le trouble dans la nation et soulève le peuple, qu'il empêche de payer l'impôt et qu'il veut devenir roi. Pilate est cependant hésitant car la culpabilité de Jésus n'est pas vraiment établie. Comme il a coutume de relâcher un prisonnier chaque année, il propose à la foule de libérer Jésus. Mais le grand prêtre et les anciens persuadent le peuple de demander la libération de Barabbas, un meurtrier. Ils demandent aussi la crucifixion de Jésus. Ouais, rien que ça. Pilate est contraint d'accepter, et là Jésus il va... Comment je pourrais dire sans être blasphémateur, moi? Il va se faire maraver la gueule en place publique avant de se faire amener sur la colline Golgotha où il va être exécuté. Ouais, c'est pas mal. Oui, que je dis maraver sa gueule, c'est pas une blague. Hein. Il se fait d'abord fouetter en place publique, après il doit traverser toute la ville en portant la croix, et une fois qu'il est au sommet de la colline, il se fait crucifier, c'est-à-dire qu'on l'attache à la croix en lui clouant les 2 pieds joints, et on lui cloue aussi les poignets. On le voit, c'est assez barbare comme procès. Hein. Et il y a pas mal de textes, là encore une fois, qui ont été violés. Les droits de la défense, procès équitable, tout ça, fallait pas compter dessus. Ce qui est notable, selon moi, c'est que Jésus a été crucifié notamment en raison de sa marginalité. Un peu comme Socrate, en fait. Là, il se prétendait carrément le Messie. Et à l'époque, fallait pas trop rigoler avec la religion. Les uns diront que c'était le Messie, les autres diront que c'était un imposteur. Mais une chose est sûre, c'est la peur qui a été à la base de son exécution. Et la peur mélangée à la foule, ça donne jamais rien de bon. 4. Jeanne d'Arc en feu. La pucelle d'Orléans, c'est-à-dire Jeanne d'Arc,
est une jeune chrétienne qui, à 13 ans, affirme avoir entendu des voix surnaturelles lui réclamant d'être pieuse, de libérer le royaume de l'envahisseur et de conduire le dauphin, le futur Charles VII, sur le trône. Mais bon, cela rend quand même les autorités perplexes et du coup Jeanne est interrogée par les ecclésiastiques. Elle est examinée pour qu'on puisse vérifier si elle est bien vierge ou pas. Oui, on va examiner ça. Donc du coup elle est vraiment vierge et on l'autorise en 1429 à mener les troupes françaises pour libérer Orléans des envahisseurs anglais. Sacrée mission. Elle parvient à atteindre la ville de Reims afin d'assister au sacre de Charles VII. Puis elle tente de libérer la ville de Compiègne qui est assiégée par les Bourguignons. Manque de bol, elle est capturée et emprisonnée le 23 mai 1430. Elle est ensuite vendue aux Anglais pour 10 000 livres. Alors ça, c'était pour la présentation rapide de Jeanne d'Arc. Maintenant, on va passer au procès. Parce que oui, Jeanne d'Arc était une grande guerrière qui a commis des actes de bravoure considérables, mais pour autant, elle va être accusée d'hérésie, c'est-à-dire d'avoir une opinion contraire à la morale établie. Là, en l'occurrence, la doctrine catholique de l'époque. On l'interroge de manière brutale, puis on l'emprisonne dans un donjon. Le procès débute le 21 février 1431 devant le tribunal ecclésiastique, qui est présidé par l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, qui évidemment fait siéger des juges hostiles à Jeanne. Les enquêteurs sont mal partis, puisque Jeanne apparaît comme une jeune fille honnête, pieuse et totalement convaincue de sa mission, et que dans de telles conditions, il est difficile d'établir un acte d'accusation cohérent. Alors là, d'après vous, que va lui reprocher le tribunal? A. De porter des habits d'homme. B. D'avoir quitté sa parents sans permission. C. D'être une sorcière parce qu'elle prétend avoir entendu des voix célestes. Et un petit piège. Vous séchez? Logique médiévale? Les trois! Bien sûr! Du coup, pas de grand suspense concernant une sorcière au Moyen-Âge. Elle est jugée coupable d'avoir abandonné la religion, ou en tout cas de diviser celle-ci, d'être menteuse, hérétique, errante en la foi, blasphématrice. Du coup, Jeanne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un recours hiérarchique. C'est-à-dire qu'elle va envoyer une lettre à une autorité supérieure au tribunal qui l'a jugée, pour qu'on puisse revoir un peu son affaire, pour qu'elle puisse avoir une chance en fait de s'en sortir. Et là, on ne sait pas ce qu'a dit l'autorité supérieure, puisque les juges n'ont jamais transmis ces demandes. Vous vous dites que c'est des sacrés enculés, ces juges? C'est pas fini. Eh oui, les juges veulent des aveux. Alors du coup, ils vont lui faire le chantage suivant. Si tu avoues l'ensemble des faits qui te sont reprochés, on te promet, de manière orale, qu'on t'incarcérera dans une prison de l'église. Jeanne va avouer avoir menti et va le mettre par écrit. Faute lourde. Eh oui, les juges vont avoir la preuve de ses aveux, et leur promesse à eux n'était qu'orale. Alors du coup, trahison, ils vont la renvoyer chez les Anglais, là où elle avait été emprisonnée. Alors qu'à la base, c'est l'Église de France qui lui en voulait. Mais vu que les prisons anglaises étaient réputées pour leur mauvais traitement, Jeanne d'Arc va rétracter ses aveux, mais rien n'y fait, elle sera tout de même condamnée à mort. On lui reproche même pas d'avoir menti d'ailleurs. On lui reproche d'être retombée dans l'hérésie. Le 30 mai 1434, elle est brûlée vive à Rouen. Et bien des années plus tard, naquit cette fameuse blague. Jeanne, elle a fri, elle a tout compris. Putain, ce que c'est triste. 5. Ravaillac. D'après vous, qu'est-ce qu'il se passe si on est au début du XVIIe siècle et que l'on tue le chef de l'État? Un procès équitable, respectant les droits de la défense, et qui ne s'occupe pas de savoir qui est la personne tuée, même s'il s'agit du chef de l'État? Non, on le torture, évidemment. C'est ce qui s'est passé pour Ravaillac. Le 14 mai 1610, il assassine Henri IV, roi de France depuis 1589, soit une vingtaine d'années. Alors que le roi rejoint son ministre Sully en carrosse, il profite de la densité de la foule pour se hisser sur la roue arrière droite du carrosse et plante son couteau à 2 reprises dans la poitrine du roi. Là, plusieurs personnes s'avancent vers l'assassin afin de le transpercer, mais ils en sont empêchés par la garde du roi. Et il aurait mieux fallu pour Ravaillac qu'il se fasse tuer sur place. Croyez-moi. Parce que oui, après avoir été interrogé, comprenez torturé, à 3 reprises, il va subir un supplice assez spécial comme on y reviendra.
Pendant ces interrogatoires, on va lui poser tout un tas de questions, dont la plus importante peut-être, avez-vous des complices? Parce que oui, il y avait pas mal de complots contre le roi à l'époque, des complots jésuites ou espagnols. D'ailleurs, le roi, à 15 reprises, avait échappé à des assassinats. Ravaillac répond de façon négative à cette question, cela jusqu'à sa mort. Parce que oui, je pense pas vous spoiler en vous annonçant sa mort. Hein. Personnage mystique, il jugeait le roi trop tolérant envers les protestants. Alors, quand il a entendu parler d'une rumeur concernant une attaque contre le pape, il n'a pas pu résister, il s'est senti inspiré d'une mission divine, et il est allé le buter. Après ces interrogatoires, il fallait bien le mettre à mort. Et là, le supplice du régicide. Son supplice s'est déroulé selon un certain rituel qui était destiné à marquer les esprits. Oui, l'exemplarité des peines. C'est ça qui caractérisait le droit pénal à cette époque. D'abord, sur le chemin du supplice, il s'en prend plein la gueule par la foule, qui tente de lui arracher des lambeaux de chair. Ensuite, le bras qui a frappé le roi est plongé dans une cuve de soufre en feu, car le membre qui a commis le crime doit expier en premier. Les tétons sont ensuite arrachés par des tenailles et l'on verse du plomb fondu et de la résine bouillante sur les cuisses, les bras et les épaules. Après quoi, pour mieux faire souffrir, les bourreaux appliquent de la cire sur les plaies. Ensuite, il a une petite pause, non pas pour son bien-être, mais pour qu'il puisse vivre pleinement ce qui va lui arriver par la suite. Donc une fois qu'il a repris pleinement conscience, on lui applique la peine qui était celle que l'on appliquait au régicide, l'écartèlement. Après tout ça, les lambeaux du corps sont exposés dans les quartiers de Paris, et brûlés, et les cendres se dispersent dans le vent, car le cadavre du régicide doit disparaître entièrement. Selon les croyances de l'époque, cette disparition complète du corps empêchait tout espoir d'une résurrection future. Donc ouais, fallait pas trop être régicide à l'époque, quoi. Et là, tout ce que je viens de vous raconter, je le ferai à la personne qui m'a spoilé la série Vikings. « 6. Chasse aux sorcières à Salem. Dans une communauté puritaine créée en 1629 par les colons anglais, la communauté de Salem, plusieurs adolescentes ressentent des symptômes alarmants, ceci au début de l'année 1962. Suffocation, convulsions, perte de l'ouïe et de la parole, cris et contractions nerveuses. Le docteur William Griggs diagnostique quelque chose d'effrayant, la main du démon. Deux autres adolescentes se disent atteintes du même mal. Elles ajoutent qu'elles sont torturées par les puissances infernales et reconnaissent les fantômes qui les tourmentent. Il s'agirait d'une métisse esclave nommée Titube et de deux vieilles femmes de réputation douteuse, Sarah Good et Sarah Osborne. 4 fermiers appuient les dires des ados en déclarant sous serment avoir déjà constaté d'étranges pratiques de la part des suspects. Une autre femme, plus honorable selon la populace, se fait accuser par une autre fille, ce qui complique un peu le truc et ce qui va inquiéter les magistrats de la colonie. Ils vont les interroger et Titube va avouer que le diable lui apparaît soit sous la forme d'un animal, soit sous la forme d'un vieil homme en noir avec des cheveux blancs. Les femmes sont transférées à la prison de Boston. Alors là, à Salem, ça devient chaud. Parce que déjà, la religion était omniprésente dans cette communauté puritaine. Mais en plus, s'il y a des rumeurs de sorcières, ça va pas le faire. Du coup, il y a de plus en plus de dénonciations. Et là, en plus, on peut vraiment dénoncer n'importe qui. Parce que selon les croyances, le diable peut prendre le cœur de n'importe qui, même de la personne la plus honorable qu'il soit. Du coup, tout le monde accuse tout le monde. Génial. Les juges organisent des confrontations dans l'église des protestants. Les fillettes sont placées près de ceux-ci, tandis que les accusés arrivent une à une devant tout ce petit monde. On leur ordonne de regarder droit devant elles, sans fixer personne. On vérifie qu'elles sont capables de réciter le pater, puis on leur dit de toucher les jeunes filles, qui immédiatement sont prises de convulsions. Elles hurlent, elles pleurent. Bah du coup le verdict n'est pas très étonnant, non? Durant cette période, les exécutions se feront en série. On va créer un conseil criminel extraordinaire qui aura pour mission d'enquêter à Salem et de mener une répression vigoureuse. Le 30 juin 1962, 5 personnes sont condamnées à être exécutées. Les mois suivants, ce n'est pas moins de 20 personnes qui vont subir le même sort malgré le fait qu'ils réclament tous leur innocence. Face à ce déluge de condamnations, la communauté commence à se diviser. Le gouverneur Phipps, qui pourtant avait créé le conseil criminel extraordinaire, écrit au roi. Oui, l'Amérique est une colonie anglaise encore à l'époque, donc la hiérarchie c'était le roi d'Angleterre.
qui va prendre une décision claire. Amnistie pour tous. Eh oui, le tribunal est dissous au début de l'année 1693. Donc oui, on a tout un tas d'arrestations totalement arbitraires, sans preuve réelle, juste des témoignages, des accusations en tout genre. Et d'un coup, ordre de la hiérarchie, c'est terminé, il n'y a plus de sorcières, il n'y a plus rien, c'est bon. Ah, le pouvoir. Après coup, cette série d'exécutions fut vécue comme une horreur absolue par la communauté de Salem. Effectivement, qu'on vient de se rendre compte qu'on a tué plein de personnes innocentes, et cela pour rien, je comprends que ça puisse un petit peu porter sur la conscience. Ce qui est notable, c'est que l'une des accusatrices va reconnaître avoir été habitée par le démon et va lire à haute voix ses confessions, exprimant ses regrets pour celles qu'elle avait dénoncées. En 1710, une commission spéciale va être créée pour indemniser les familles des victimes et rendre leurs droits civils aux morts. Ça va pas les ramener, mais bon, c'est toujours ça quoi. 7. Le marquis de Sade. Bah oui, on a parlé de meurtre, de torture, on va parler un peu de cul, hein, on va pas se gêner. Hein. Mais ils ont rajouté des dragons, ça fera une série de malades, non? Putain, je crois que je tiens un truc là. Ouais, je crois que je tiens un truc. Ouais, non mais... On verra, on verra. C'est l'histoire d'un fifi coquin, Donatien Alphonse François. Voilà, vous êtes prévenus, si vous appelez votre enfant Donatien, ça deviendra un pervers, voilà. J'aurais prévenu, hein. J'aurais prévenu. Voilà. En même temps, qui appelle son enfant Donatien? Excuse-moi. Un mélange entre Donald et Dalmatien. Non mais sérieusement, faut pas aimer son gosse. Non. Qui est en train de partouzer avec 4 filles, normales, et qui, pour mieux profiter de l'instant présent, leur a distribué des dragées à l'anis contenant de la cantharide, une poudre confectionnée à partir d'un insecte, et réputée pour ses vertus aphrodisiaques. Mais petit problème, une des filles va tomber malade, et du coup il va être accusé de les avoir empoisonnées. On le recherche, mais celui-ci avait pris le soin de quitter la France avec son valet. En leur absence, le Parlement de Marseille les condamne à être exécutés. Sade doit être décapité et le valet pendu. Vu qu'ils ne sont pas là, on fait comme le droit le prévoyait à l'époque. On effectue un simulacre d'exécution sur un mannequin les représentant. Alors du coup, on va essayer de le choper. Je vous raconte pas en détail la partie de cache-cache monstrueuse qu'il y a eu entre le marquis de Sade et les autorités, mais par contre, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on le cherchait. Oui, parce que figurez-vous que notre cher marquis n'est pas inconnu des forces de l'ordre. En 1763, l'année de son mariage avec la fille du président des Aides de Paris, il a été arrêté pour blasphème et débauche outrée dans une petite maison, terme qui désigne plus ou moins une maison close dégueulasse pour nobles libertins. En 1768, il propose à une mendiante de venir dans sa maison, puis il la déshabille et la flagelle à plusieurs reprises. Elle réussit à s'échapper, mais bon, vu qu'il est noble, il a une putain de remise de peine et il n'a qu'une amende. Et en plus de cela, il avait eu des poursuites pour des affaires de dette. Un jour, on réussit à l'avoir, mais il s'échappe par les portes des toilettes et se réfugie au chaud au château de Lacoste. Là, il est soupçonné d'enlever des jeunes filles des environs pour les faire participer à ses jeux. Et bien sûr, je mets jeux entre guillemets. Et là, il y a un truc de marrant, c'est qu'il est noble. Et en plus, il a une femme qui est noble elle aussi, et qui ne le laisse jamais tomber dans ses déboires avec la justice. Alors du coup, il est tranquille. Mais qu'est-ce qui est plus chiant qu'un noble aidé d'une autre noble? Une belle-mère noble. Eh oui, sa belle-mère, Madame de Montreuil, ne peut pas le saquer et supporte mal que sa fille soit mariée à un pervers pareil. Alors du coup, elle va se débrouiller à coups de lettres de cachet et probablement de relations pour le faire enfermer. Bon, il se rééchappe, mais on le re-rechoppe. Et là, il y reste. Enfermé, il va passer le reste de sa vie de détention à écrire. Il va écrire des grandes œuvres littéraires, comme les 120 journées de Sodome, les Infortunés de la vertu, ou encore Aline et Valcourt. J'ai lu un peu de Sade. Qu'on ne vienne jamais me dire que 50 nuances degrés, c'est subversif. Jamais. Quoi qu'il en soit, en 1790, les lettres de cachet sont abolies grâce à la Révolution, et du coup, il sort. Il continue de faire quelques dégueulasseries, et il meurt dans un hôpital en 1814. Alors, comment conclure avec Sade? Ah bah je sais, tiens, je vais vous lire un petit extrait. Alors, lorsqu'il lui fourra sa 8. La littérature en procès. Tu m'as donné ta boue, et j'en ai fait de l'or. Ah, Baudelaire. J'avais le choix entre Baudelaire et Flaubert pour faire cette vidéo.
Parce que oui, Flaubert, 6 mois avant Baudelaire, s'est fait taper sur les doigts pour le même fondement, l'immoralité. Mais étant un grand fan de Baudelaire, mon choix était rapide. Le 25 juin 1857, une nouvelle édition des Fleurs du Mal est publiée. Quasiment la moitié des poèmes sont inédits et certains vont déranger. D'abord, la critique, et notamment le Figaro, lui en mettent plein la tronche. Ensuite, Baudelaire et ses éditeurs sont poursuivis pour immoralité par le procureur de l'Empire, Pinard, qui avait été à l'origine des poursuites contre Flaubert. Le 20 août 1857, l'offense à la morale publique et aux bonnes mœurs est retenue par les juges. Sont ainsi interdits 6 poèmes: Femme damnée, Le Lété, À ciel qui est trop gai, Les bijoux, Les métamorphoses du vampire et Lesbos. Oui, c'est bien ce que vous pensez, ça parle de lesbiennes. Ils sont interdits et Charles ainsi que ses éditeurs écopent d'une amende. Une telle décision n'est selon moi pas très étonnante. D'abord, le ministère public voulait sa revanche, car il n'avait pu, avec Flaubert, obtenir ce qu'il voulait. Ce dernier n'a en effet eu qu'un simple blâme. Ensuite, bien que l'avocat de Baudelaire, maître Schex, était connu du barreau de Paris, il a eu du mal à faire un exploit dans la mesure où il fut gêné par le fait que Baudelaire préférait se défendre seul et ne voulait pas que certains points de sa vie privée et familiale ne soient abordés. Pour sa plaidoirie, maître Schex va d'abord insister sur le fait que Baudelaire dépeint le vice afin de mieux le condamner. Ensuite, il va citer les 4 premiers vers des Fleurs du Mal, ceux de l'avertissement au lecteur, et il va ensuite prendre à témoin Molière lui-même, qui en avait fait de même pour dénoncer les vices de ses contemporains. En conclusion, il prétend que les intentions de Baudelaire étaient pures. Le milieu littéraire va s'insurger d'une telle décision. Il est notamment soutenu par Flaubert, Barbey d'Aurevilly et Victor Hugo. Il faut dire que bien que Baudelaire, à l'époque du procès, n'était pas vraiment connu du grand public, il était très apprécié dans les cercles littéraires. La plupart le considéraient comme leur égal. Et quand Victor Hugo te dit que tu es son égal, waouh! Mais malgré ses soutiens, les poèmes interdits ne sont pas pour autant publiés en France, et du coup Baudelaire et l'un de ses éditeurs les rééditent en Belgique en 1866. Il faudra attendre le 12 septembre 1946, oui, quasiment 100 ans après, pour qu'une loi soit votée afin de permettre de réviser les condamnations prononcées contre les ouvrages littéraires d'ores et déjà réhabilités par l'opinion publique. La Cour de cassation va quant à elle autoriser le 31 mai 1949 la publication des 6 poèmes interdits. 9. Al Capone. Chicago, pendant les années 20 et les années 30, avait une réputation de ville sans foi ni loi. Guerre de gangs, corruption de la police et des juges, le début de la Grande Dépression avec le krach boursier de 1929, le climat était parfait pour Al Capone, de son vrai nom Alphonse Capone. Né le 17 janvier 1899 dans l'arrondissement de Brooklyn à New York, ce fils d'immigrés italiens va devenir un des gangsters les plus célèbres et les plus influents du XXe siècle. Il fait fortune dans le trafic d'alcool et de contrebande durant la prohibition dans les années 20. Il va petit à petit créer un véritable empire, en héritant d'un autre gangster, Torrio, des boîtes de nuit, des maisons closes, des brasseries, etc. En corrompant certaines personnes importantes et en tuant ceux qui ne seraient pas d'accord avec sa politique. Alors là, ce qui va nous intéresser, c'est son procès. Parce que vous allez voir que le chef d'inculpation est plutôt étonnant le concernant. Eh oui, bien qu'Al Capone avait énormément de choses à se reprocher, notamment en matière de meurtre, de grand banditisme, et d'autres choses de ce genre-là, on l'a pas arrêté pour ça, non, mais bien pour un problème de fraude fiscale. La justice veut absolument l'avoir, et pour cela elle va utiliser ce chef d'inculpation, et elle va ruser pour en finir avec lui. On a donc un malfrat confiant, qui comparaît devant le juge Wilkerson pour une affaire presque dérisoire comparée à ce qu'il pouvait faire à côté, et qui est aidé en plus d'une bande d'avocats très chers et très compétents. Et en plus, il va recourir à des ruses dont il avait l'habitude d'user, c'est-à-dire se procurer la liste des jurés afin de faire pression sur eux ou les acheter. Sur les conseils de ses avocats, il plaide coupable, car auparavant il a obtenu l'assurance qu'on allait requérir contre lui que des peines dérisoires. Mais le marchantage ne passe pas. Il est refusé en bloc par le juge. Les audiences vont donc pouvoir commencer. Cette fois-ci, Al Capone plaidera non coupable. Du coup, c'est à l'accusation de démontrer la culpabilité de celui-ci. On va donc montrer qu'il n'a établi aucune déclaration fiscale entre 1924 et 1929, alors qu'il menait la belle vie et montrait par son style de vie qu'il disposait d'une très grande richesse. Mais comment faire pour bien juger lorsque les jurés ont été achetés ou menacés ?
Je vous l'avais dit, la justice va ruser concernant Al Capone. Et oui, le jury n'a tout simplement eu aucune influence extérieure, dans la mesure où la liste que s'était procurée Al Capone était en fait une fausse liste. Et oui, la justice a décidé de le mettre en confiance, puis de lui retirer ses ruses, afin de n'avoir plus aucun problème pour le juger. Du coup, bien que Al Capone ait tenté de se faire passer via la presse de Chicago pour une victime, un défenseur des citoyens, un symbole de la réussite sociale, victime de la jalousie de la bonne société, il est condamné pour quelques fraudes fiscales, celles qui n'ont pas été touchées par la prescription. Les avocats ont tenté d'interjeter appel en essayant de montrer l'insuffisance des preuves, mais rien n'y fait. La cour d'appel va rejeter leur recours, et la sentence va tomber. 11 années de détention et 50 000 $ d'amende, et 30 000 $ de frais de justice aussi. Il s'agit tout simplement de la plus grosse condamnation n'ayant jamais existé concernant une affaire de fraude fiscale. Al Capone va tenter un dernier recours devant la Cour suprême qui va le débouter de sa demande, puis il sera envoyé au pénitencier d'Atlanta. Il sera libéré en 1939 et mourra le 25 janvier 1947. 10. Klaus Barbie. Ce méchant monsieur fut chef de la Gestapo de Lyon entre 1942 et 1944. Surnommé le boucher de Lyon, il est responsable de la mort d'un grand nombre de juifs et de tortures infligées à des résistants, tortures allant parfois jusqu'à la mort, comme ce fut le cas avec Jean Moulin. Après 1945, il y eut le tribunal de Nuremberg qui fut créé pour juger des atrocités nazies, et du coup pas mal d'entre eux se sont réfugiés dans d'autres pays. Notre Klaus a choisi la Bolivie comme destination. Il y resta quelques années avant d'être livré à la justice française. Le procès se déroule en 1987. Barbie est jugé pour les décisions qu'il a prises concernant la déportation des Juifs, qui sont considérés comme des crimes contre l'humanité et qui sont donc imprescriptibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai pour mettre la main sur lui. On peut l'arrêter et le juger même 50 ans après les faits commis. Son avocat est Maître Vergès, et on va dire qu'il est plutôt bon. Avant toute chose, un de ses premiers conseils est de dire à Barbie de nier son identité. En effet, vérifier l'identité d'un homme qui a refait sa vie plus de 30 ans auparavant, c'est plutôt difficile. Ensuite, il a lancé des rumeurs, comme quoi Barbie aurait des révélations à faire au public, notamment sur la mort de Jean Moulin. Ces éléments, qui sont pourtant faux, permettent de jeter le trouble dans le prétoire lors de l'audition des témoins, et cela permet aussi de gagner du temps. Eh oui, c'est pas con. Comme ça, Vergès peut dénoncer le caractère médiatique de ce procès, alors qu'il y a lui-même contribué. Après avoir ralenti la procédure et semé le trouble, après c'est Klaus Barbie qu'on juge, personne n'était dupe sur l'atrocité du personnage. Surtout qu'il y a pas mal de déportés qui vont témoigner, et ça aide pas vraiment à dédiaboliser le personnage. Maître Vergès va plaider. D'abord, il explique que les avocats de la défense s'inclinent devant la souffrance des familles, qu'ils sont autant que tout le monde solidaires des victimes de la Shoah. Ils défendent certes Klaus Barbie, mais ils n'en sont pas moins des hommes. Ils dédiabolisent afin de s'enlever un poids, la présomption selon laquelle l'avocat d'un assassin défend l'assassinat. Ensuite, il a replacé les choses dans leur contexte. En effet, selon lui, c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Et pour ne pas arriver à une propagande visant à s'attribuer toutes les valeurs humaines, il ne faut pas seulement regarder les choses dans le passé, mais essayer d'avancer. Et pour cela, il ne faut pas partir du principe qu'il est un monstre et que nous sommes tous des anges à jamais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris, moi. Ensuite, il va essayer d'amoindrir la responsabilité de son client en disant qu'il n'était qu'un petit officier allemand, qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. C'est le système de défense qui était courant pour défendre ceux qui avaient commis des crimes contre l'humanité ou encore des crimes de guerre. Ensuite, il critique la notion de crime contre l'humanité et les tribunaux de Nuremberg. Et oui, il s'agit de concepts rétroactifs. Et du coup, c'est contre le droit, ça, en fait. Ça viole le principe pilier du droit pénal, qui est la non-rétroactivité de la loi pénale. C'est-à-dire qu'on ne peut être jugé pour un fait qui, à l'époque où on l'a commis, ne constituait pas encore une faute pénale. En fait, il dit carrément que ce procès viole la loi et n'a pas de raison d'être. Il va aussi critiquer le parti pris des accusateurs et les incohérences sur certains points de l'affaire. Mais tout cela ne suffira pas à acquitter Barbie, qui sera reconnu coupable sans circonstances aggravantes et qui sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il mourra en prison quelques années plus tard. Alors là, on peut se poser une question. Pourquoi Klaus Barbie est-il jugé en 1987 alors que les faits qui lui sont reprochés datent de 1942 à 1944 ? Certains diront que c'est de l'acharnement, mais je pense plutôt qu'il y a eu un problème de droit qui s'est posé.
celui de l'extradition. Celle-ci permet à un État qui veut attraper un prévenu en fuite de le réclamer à un autre État. Et c'est souvent délicat d'extrader, parce que ça touche à la souveraineté des pays. Et en plus, le droit d'asile peut varier d'un pays à un autre. Alors souvent, c'est des conventions bilatérales qui résolvent le problème. Concernant cette affaire, les négociations ont été très longues et difficiles. Elles n'ont pu aboutir qu'au retour de la démocratie en Bolivie en 1983. Ensuite, il a fallu le temps de prouver son identité, de mettre la procédure en marche, etc., de le juger. Et la justice est très longue, alors du coup, c'est pas étonnant qu'on l'ait jugé qu'en 1987. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller voir des procès en vrai. Je n'ai malheureusement pas pu parler de tous les procès ayant marqué l'histoire, car il y en a beaucoup trop. Quant aux procès cultes qui pourraient manquer, il n'est pas impossible que je refasse une autre vidéo à ce sujet. Et quant au procès de la terreur et au procès de Nuremberg, il n'est pas non plus impossible que je fasse une vidéo spéciale sur le droit à ces époques. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker ou la partager, cela me ferait très plaisir. Et si le droit ou la culture en général vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos devraient normalement voir le jour. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.